Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Abdelgader Abdraman Koko, membre du Conseil national de transition de l'organisation des jeunes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Abdelgader Abdraman Koko, vous êtes membre du Conseil national de transition de la corporation organisation des jeunes. Alors, dites-nous comment fonctionnent donc d'entrée de jeu les corporations au sein du Conseil national de transition. D'accord, merci. D'entrée de jeu, je voudrais déjà vous remercier pour ce cadre qui nous permet effectivement d'échanger autour de ce que nous faisons dans le cadre du Conseil national de transition. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est que les corporations sont en quelque sorte les entités qui ont permis de désigner les conseillers nationaux. Il y a eu 12 corporations avec des quotas bien spécifiques qui ont présenté effectivement leurs candidats, et c'est ce qui a permis au comité ad hoc de sélection de faire le choix afin de sélectionner les 93. Sélection qui a été naturellement entérinée par le décret du chef de l'État mettant en place le Conseil national de transition. Donc en amont, ces corporations ont permis de sélectionner et de désigner les conseillers nationaux. Mais maintenant, une fois arrivés dans le cadre du Conseil national de transition, tous les conseillers portent le titre de conseiller national. Ce qui fait qu'ils ont un mandat qui s'élève déjà au-delà de leur corporation respective. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une assez bonne représentativité de différentes sensibilités de notre société, et ça permet aussi d'avoir un peu les différents regards compte tenu de la provenance de tel ou de tel, afin que les discussions et les textes qui vont sortir là prennent en compte l'ensemble des préoccupations de nos concitoyens. Et la corporation de jeunes compte aujourd'hui, par exemple, combien de conseillers nationaux? C'est deux représentants, deux conseillers nationaux, au titre de la corporation des organisations des jeunes. Et vous, sur quelle base vous avez été désigné membre du Conseil national de transition? Alors, pour les organisations des jeunes, c'était à travers le Conseil national de la jeunesse du Tchad qui a été associé dans ce processus-là. Pour certaines corporations, il n'y avait pas de structure fêtière, donc il a fallu effectivement voir les grands regroupements. Mais pour les organisations des jeunes, nous avons cette structure fêtière qu'est le Conseil national de la jeunesse. Donc le Conseil a été officiellement saisi par le comité ad hoc, et les candidatures ont été déposées au niveau même du Conseil national de la jeunesse, qui a fait un premier travail de sélection et qui a ensuite transmis cette shortlist-là au comité ad hoc qui a fini par sélectionner les deux représentants. Aujourd'hui, étant au sein du Conseil national de transition, votre corporation, quelles sont ses relations avec les autres corporations? Nous avons par exemple la corporation des partis politiques, la corporation de syndicats, la corporation de personnes handicapées vivant avec un handicap. En fait, quels sont vos rapports avec ces différentes commissions, avec ces différentes corporations? Ok. Voilà, comme je le disais, une fois arrivé au niveau du Conseil national de transition, l'idée c'était effectivement de réussir à dépasser ce cloisonnement des corporations pour permettre à ce qu'il y ait une bonne harmonie, c'est-à-dire que la mayonnaise prenne en quelque sorte entre les différents représentants là. Je voudrais rappeler ici que nous sommes arrivés au titre des organisations des jeunes, certes, mais il y a aussi d'autres jeunes dans les autres corporations. Ce qui fait qu'il n'y a pas un cloisonnement ou bien des réticences entre les différents conseillers. Les rapports, ils sont excellents. La communication, elle est assez fluide. Et surtout que la perspective de servir notre nation en cette période charnière est l'élément moteur qui est en train de prévaloir. Donc pour l'instant, la collaboration, elle est excellente. Aujourd'hui, vous êtes au sein de la corporation de l'organisation des jeunes. Est-ce que vous pouvez, par exemple, intervenir dans la corporation des partis politiques ou des syndicats? Alors, les interventions ne se font pas dans les corporations.
les corporations ont permis de désigner des représentants. Maintenant, il y a des sujets qui sont soumis à l'appréciation des conseillers nationaux. Indépendamment de leur corporation, les conseillers se prononcent. Ce qui fait qu'il peut y avoir une question qui a trait à la vie politique, une question qui a trait à la cause des personnes vivant avec un handicap, une question qui a trait à la jeunesse, à la femme. Chacun, en fonction de son ressenti ou de son expérience, il intervient sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas de sujet réservé à telle ou telle corporation et il n'y a pas de débat interne aux différentes corporations au sein du CNT en tant que tel. Ouais. Les corporations sont à l'image des groupes présidents des groupes parlementaires parce qu'à l'époque, à la 3e législature, nous avons au moins quelques groupes parlementaires. Est-ce que c'est toujours à l'image des groupes parlementaires où on a un président d'un groupe parlementaire ou bien un président d'une corporation? Est-ce que c'est aussi la même image? Non, pas du tout. Pas du tout parce que au niveau des corporations, ce sont simplement des membres qui ont été désignés et qui sont là. Les groupes parlementaires, ils avaient une structure bien déterminée, avec le président, avec un mode de fonctionnement, etc. Mais là, pour les corporations, c'est vrai que il y a certaines affinités du fait que les gens soient venus un peu du même bord, qu'ils aient un peu vécu la même expérience par rapport à la thématique qui a sous-tendu leur désignation. Mais en interne, il n'y a pas de structuration en tant que telle, surtout qu'il y a des corporations qui ont 2 représentants, d'autres qui en ont un peu plus et tout ça. Donc ce n'est absolument pas la même configuration que celle des groupes parlementaires. Oui, s'il fallait parler de votre feuille de route en tant qu'organisation des jeunes, quelle est donc votre feuille de route en étant au Conseil national de transition? Ok. Alors, l'idée ici, c'est aussi de réussir à mettre en exergue cette impérieuse nécessité de faire accorder nos visions. C'est vrai que nous sommes venus de la corporation des jeunes, il y en a qui sont venus de la corporation organisation des femmes, des personnes vivant avec un handicap, de la diaspora et tout. Chaque personne en fonction de son background, en fonction des thématiques qu'elle a eu à défendre pendant son expérience, arrive avec des objectifs, avec une vision pour aider à ce que le Conseil national de transition joue pleinement son rôle et prenne en compte la diversité des opinions. Donc il n'y a pas une feuille de route toute tracée pour dire voilà ce que moi je viens faire. Nous avons bien évidemment ces attentes au niveau de la jeunesse que nous porterons à l'appréciation du Conseil national de la jeunesse le moment venu, mais il n'y a pas de fixation en tant que telle ou bien de rigidité dans ces approches-là. Donc c'est beaucoup plus cet aspect-là. Maintenant, s'agissant de ce qui se dégage en dehors du Conseil national de transition, comme attente de la jeunesse, il y a ce processus de concertation quasi-permanente, cette lecture qui est facilitée par le fait que nous émanons de ce milieu-là, et ça nous permet d'être un peu plus à l'aise quand il s'agit de se prononcer sur les questions relatives à la jeunesse. Mais nous ne nous cantonnons pas à une position figée, mais c'est beaucoup plus permettre à ce que de part et d'autre les idées viennent, qu'on réussisse à les harmoniser et à ressortir quelque chose de cohérent ensemble au-delà de toute corporation. Oui, et pour des questions par exemple liées à la jeunesse, à partir de quel mécanisme vous allez donc revenir au niveau de la base de la jeunesse pour porter un peu les problèmes que vit la jeunesse? D'accord. Alors le canal indiqué, c'est cette structure fêtière qu'est le Conseil national de la jeunesse. C'est à travers cette structure-là que nous sommes arrivés au niveau du Conseil national de transition. Et s'il y a aujourd'hui nécessité de remonter des éléments en lien avec les desiderata de la jeunesse et tout ça, c'est à travers le Conseil national de la jeunesse que nous avons ces émanations-là. S'il y a aujourd'hui des éléments à transmettre, à communiquer aux organisations des jeunes,
c'est à travers le Conseil national de la jeunesse, naturellement, que nous allons passer. Et il y a lieu aussi de souligner que le Conseil national de la jeunesse du Tchad est un organe sous tutelle du ministère de la jeunesse, de la promotion des sports et de l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'il y a cet organe-là qui est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de jeunesse, en matière d'entrepreneuriat, en matière de sport. Et ça nous permet, à travers ces mécanismes et ces organes qui existent là, de réussir à créer la synergie nécessaire pour faire remonter ce qu'il y a comme priorité, mais aussi pour transmettre les messages et profiter de ces canaux de transmission-là, des messages envers les jeunes. Et cela n'exclut pas, je vais terminer par là, peut-être cela n'exclut pas des échanges directs avec les jeunes. Parce que nous sommes de ce milieu et je peux vous rassurer que au quotidien, nous échangeons, nous discutons, nous essayons de voir un peu ce que la jeunesse peut apporter pendant cette période de transition, ce que la jeunesse attend dans le cadre de cette période de transition et réussir à mettre tout cela en lumière. Oui, mettre tout cela en lumière aujourd'hui, quand on essaie de jeter un regard critique dans nos rues, nos rues sont alimentées avec des crises, nos rues sont en évolution, des manifestations de jeunes par-ci par-là. Est-ce que ce n'est pas un danger pour cette période de transition où on voit les jeunes dans les rues? Naturellement, notre souhait, c'est que cette transition-là soit la plus apaisée possible. Et l'apaisement implique effectivement de maintenir ce dialogue, cette communication, ces échanges-là de manière conciliante. C'est tout à fait normal que l'on remarque que c'est beaucoup plus les jeunes qui sont à l'avant parce que la jeunesse représente une grande partie de la population. Donc lorsqu'il y a ce genre de manifestation, ce genre de réaction, ce sont beaucoup plus les jeunes qui sont là, qui sont sur le terrain. Alors, les revendications, les manifestations, elles couvrent divers ordres, que ce soit politique, que ce soit par rapport à l'emploi, etc. et tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de miser sur cette approche de communication. Réussir à écouter l'autre, mais réussir à comprendre également son interlocuteur. Parce que ce n'est pas facile. Nous nous sommes retrouvés dans une période à laquelle nous ne nous attendions pas. Et cela nécessite vraiment que chaque Tchadien puisse vraiment taire son ego et regarder ensemble comment est-ce qu'on peut réussir à faire sortir le Tchad là, de cette période-là, la tête haute dans la préservation vraiment de ce qu'on avait comme acquis et avec des bases solides qui permettront l'expression du plein potentiel de tout un chacun. Oui. En termes de propositions, de suggestions, en cette période de transition, s'il y a lieu, que devait faire la jeunesse en cette période de transition? La jeunesse, elle est actrice, mais elle est aussi celle qui subit ou qui bénéficie de ces situations que nous vivons. Lorsque j'ai parlé de ces éléments fondamentaux qui vont nous permettre vraiment de resserrer les rangs, de réussir à nous accorder sur l'essentiel afin de réussir à co-construire ensemble ce que nous attendons après cette transition-là. La jeunesse, dans sa vision, dans sa logique, elle a beaucoup d'attentes, ce qui est légitime et ce qui est tout à fait normal en termes d'opportunités d'emploi, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de tout ce qu'on pourra dégager comme opportunité permettant à la jeunesse là de s'épanouir. Maintenant, il y a de l'autre côté le gouvernement qui essaye à son niveau de pouvoir répondre à ces attentes-là. Nous estimons qu'il y a cette nécessité de réajuster un peu les actions entreprises en faveur de la jeunesse et les attentes réelles même de la jeunesse. Parce qu'il faut que les deux là concordent pour que le gouvernement sente effectivement qu'il y a un impact de ce qu'il fait là pour la jeunesse et pour que la jeunesse sente également que ce qui est en train d'être fait là va dans la satisfaction de ce qu'elle a exprimé comme besoin. Donc c'est un rôle qui consiste vraiment à identifier de manière beaucoup plus précise non seulement ses besoins, mais de réussir
à les communiquer, à les transmettre d'une manière apaisée, qui permettra aussi à l'interlocuteur là de se sentir pleinement interpellé par la question, parce que c'est sa responsabilité première. Et de l'autre côté, c'est de réussir à communiquer aussi avec cette jeunesse-là, de sorte à ce qu'elle s'approprie réellement ce qui est en train d'être fait. S'il y a des réajustements à faire, il va falloir les faire pour permettre à ce que nous puissions nous en sortir, toujours dans l'apaisement, j'insiste vraiment sur ce point. Donc l'État a une part de responsabilité. Tout à fait. Où se situe sa responsabilité? Sa responsabilité, c'est beaucoup plus au niveau de la mise en œuvre de tout ce qui est politique en lien avec la jeunesse. Je m'en vais donner un exemple assez simple. Par rapport à cette adéquation, éducation, formation, emploi. Si on constate que le nombre de diplômés croît de manière exponentielle et que les débouchés professionnels, quelque part, sont complètement minorés, c'est qu'il y a lieu de voir l'adéquation entre ces composantes-là. Comment formons-nous nos jeunes? Quels sont les secteurs clés dans lesquels nous les formons? Est-ce que l'offre d'emploi actuelle là est en phase avec ce que nous sommes en train d'offrir comme formation à nos jeunes là? C'est surtout cette cohérence-là. Maintenant, si on se positionne dans cette perspective, qui est beaucoup plus sous l'angle secteur public, la fonction publique qui doit absorber les jeunes diplômés, sachant que peu importe la volonté qui sera dégagée ou affichée afin de résorber totalement le chômage, le secteur public va montrer ses limites. C'est pourquoi le secteur privé doit également être renforcé. Il doit être libéré, il faut qu'il y ait des facilités qui permettent vraiment aux jeunes de réussir à trouver des opportunités d'emploi dans le secteur privé, mais d'être aussi en mesure de pouvoir entamer ou bien amorcer leurs propres activités et devenir leurs propres employeurs. Parce qu'ils deviendront des créateurs de richesses, des créateurs de l'emploi, et ça va vraiment appuyer l'effort que le gouvernement, que l'État est en train de faire aujourd'hui. Comment nous allons vivre la promesse qui a été faite par le maréchal Dauphin par rapport à l'intégration à la fonction publique de plus de 20 000 jeunes? Où en sommes-nous? Comment entendez-vous gérer cette épineuse question au sein du Conseil national de transition, surtout que vous représentez la jeunesse, l'organisation des jeunes? Oui, c'est un élément assez central par rapport même à la question de l'emploi des jeunes. Lorsque cette annonce a été faite, naturellement, cela a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la jeunesse, et un effort conséquent a été fait parce qu'on était autour de 8 000 jeunes qui étaient déjà recrutés. Mais il reste encore un peu plus de 10 000 à recruter. Maintenant, la question qu'il faut se poser, dans cette période de transition, avec la feuille de route qui est aujourd'hui déclinée, il est question surtout de maintenir certains engagements. Il est question aussi de mobiliser des ressources pour financer cette période de transition-là. Avons-nous les moyens, et je le souhaite fortement, de continuer ce processus de recrutement-là pour atteindre le nombre de 20 000 qui a été fixé au départ, tout en misant sur l'appui au secteur privé afin que les deux là aillent de pair. Ça c'est l'élément clé. Au niveau du Conseil national de transition, c'est beaucoup plus un travail de contrôle de l'action gouvernementale. Nous ne mettons pas en œuvre ces politiques-là, mais nous appuyons la mise en œuvre de ces politiques-là par des propositions, par des discussions avec les départements concernés, afin qu'ils puissent être plus efficaces dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc nous pensons que ça sera un élément clé sur lequel nous aurons très certainement à nous prononcer, et nous encouragerons fortement à ce que ce processus-là ne soit pas suspendu pendant toute cette période de transition-là. Il faudrait que cela continue, mais que l'on permette aussi à cette masse de jeunes-là
parce que elle représente un double tranchant. Si la grande partie des jeunes n'arrivent pas à être employés et au chômage, il y a beaucoup de problèmes qui risquent de survenir. Mais si cette masse-là est bien encadrée et qu'elle réussit à apporter sa contribution, que ce soit dans le secteur public ou privé, vous allez le constater, notre nation va prospérer. Parce que c'est vraiment la force motrice même du progrès de notre nation. Donc c'est un élément à prendre avec beaucoup d'attention et sur lequel il faut se pencher. Et ça nous permettra vraiment, pas d'un coup de baguette magique, mais de manière graduelle à éradiquer d'autres problèmes connexes qui découlent de cette situation. Porte-parole de la jeunesse au sein du Conseil national de transition. Alors s'il faut parler en termes de plaidoyer en matière de la politique de l'emploi en faveur des jeunes. Le plaidoyer va d'abord se situer au niveau de la formation de notre jeunesse. Parce qu'il faudrait que cette situation que nous avons vécue ces dernières années, avec ces grèves interminables, ces années qui deviennent élastiques, ces programmes qu'on ne réussit pas à achever et qui fait que les élèves ou les étudiants, les jeunes de manière générale, progressent avec des lacunes. Il faudrait que vraiment on réussisse à régler ce problème-là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est de réussir maintenant à nous orienter vers des secteurs porteurs, surtout en termes de compétences, de développement de ces compétences-là. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont en phase avec l'heure, comme on le dit, ou bien avec l'air. Comment réussir à faire cette transition-là? Comment réussir à donner ce tonus à notre système éducatif de sorte à ce qu'il mette sur le marché de l'emploi des jeunes qui sont non seulement en phase avec les perspectives professionnelles qui sont là, mais qui ont aussi cette aptitude à s'auto-employer, à développer des activités qui leur sont propres et devenir même des créateurs de richesses et d'emplois comme je le disais tantôt. Donc ça, c'est vraiment l'élément crucial. L'autre aspect, et ça c'est globalement contenu dans la politique, dans la charte africaine de la jeunesse que le Tchad a ratifiée et que la politique nationale de la jeunesse actuelle est en train de relever dans ses dispositions, c'est de réussir à créer un environnement favorable à l'épanouissement de la jeunesse. Que les jeunes réussissent à exprimer leur plein potentiel. Qu'ils ne soient pas freinés parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire la formation, mais de suivre la formation qu'ils veulent. Qu'ils ne soient pas freinés parce que dans leur parcours ou dans leur cursus, ils ont manqué de professeurs de tel ou de professeurs de tel et que cette lacune-là les a rattrapés plus tard. Qu'ils ne soient pas aussi pénalisés par le fait que, en termes de système sanitaire, en termes de protection, en termes d'opportunités d'emploi, que les conditions sont vraiment là. Que le jeune, dès ses premiers pas, ait déjà tous les atouts qu'il faut. Maintenant, on ne va pas simplement braquer les phares sur le gouvernement, sur l'État, mais nous-mêmes en tant que jeunes, s'il y a ces opportunités-là, ne soyons pas attentistes et ne dormons pas non plus. Il faudrait aussi faire un effort, montrer que nous avons la capacité de pouvoir nous approprier tout ce qui est mis à notre disposition là. Que nous avons cette possibilité-là d'être des acteurs, non seulement du progrès économique de notre nation, mais des acteurs qui permettent aussi d'impulser cette nouvelle mentalité, cette nouvelle approche qui permettra à notre société, essentiellement jeune là, de pouvoir prospérer. Donc c'est à tous les niveaux ce plaidoyer. Il va être fait, il va être orienté certainement à l'endroit de l'État, du gouvernement, mais à notre endroit, nous les jeunes, pour qu'on puisse vraiment nous montrer à la hauteur de ce que nous attendons, de ce que nous réclamons. Oui, votre dernier message en faveur à l'intention des jeunes, surtout en cette période de transition. Le message que je pourrais adresser en cette période de transition, c'est que chacun puisse faire un peu cet examen de conscience, que chacun puisse mesurer la portée des actes qu'il entend
poser ou mener. Parce que vous voyez, nous avons connu des épisodes assez difficiles par le passé. Certains d'entre nous n'avaient pas vécu ces épisodes-là. Mais à travers ce que les parents ont raconté, à travers ce que l'histoire nous a rapporté, nous avons vu que c'est très difficile. Nous ne sommes pas obligés de repasser par ces périodes ou ces moments difficiles-là pour comprendre et se dire non, 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 c'est pas bon, nous sommes sur la mauvaise direction. Il faut faire cette action de prévention dès maintenant, voir où est-ce que ça nous mène. L'intérêt que la nation aura si jamais sa jeunesse réussit à se fédérer, réussit à agir de manière constructive et réussit surtout à traiter les problèmes qui sont les siens là, dans la maturité, dans l'apaisement. C'est surtout ces deux éléments-là. Les attentes sont énormes, elles sont légitimes, mais il y a cette manière de procéder là qui nous permettra de réussir à obtenir satisfaction de ces attentes-là sans mettre sens dessous notre pays. Parce qu'on risque d'arriver à un stade où on ne réussira même plus à réclamer quoi que ce soit parce que nous avons développé des clivages, parce que nous avons laissé véhiculer la haine, parce que nous avons nourri des idées sans savoir concrètement ou bien sans savoir précisément que ces idées-là sont en train de nous détruire nous-mêmes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau conseiller Abdelgader Abderrahmane Koko. Il est membre du Conseil national de transition de l'Organisation des jeunes. Au revoir et à la prochaine.